Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau panorama de la semaine où nous allons parler évidemment de la nécessité que la France ait une voix non alignée au service de la paix. Nous allons parler du scandale Betaram qui continue plus que jamais. Nous allons parler du RN comme meilleur allié d'Emmanuel Macron et de sa politique. Nous allons parler du danger de l'extrême droite, de la motion de censure pistolet à eau du Parti socialiste et enfin des bonnes nouvelles que nous avons gagnées cette semaine. Générique. Alors, pour commencer, je veux évidemment parler de la situation internationale et de la question de la paix. Parce que l'arrivée au pouvoir de Trump est en train de bouleverser la scène internationale. Trump a pris contact directement avec Vladimir Poutine pour régler la question ukrainienne, évidemment sans les Européens, ce qui est une humiliation pour l'Union européenne, mais surtout sans les Ukrainiens, et nous craignons le pire pour la suite. Cela fait maintenant 3 ans que la Russie a déclenché une guerre en violant l'intégrité territoriale de l'Ukraine et aujourd'hui, Trump dit non seulement que l'Ukraine ne pourrait pas conserver son intégrité territoriale totale, mais est en train de parler de garanties de sécurité mutuelle tout en demandant à l'ensemble des États européens et des États de l'OTAN de dépenser 5% de leur PIB pour des dépenses militaires, pour de l'armement états-unien dans le cadre de l'OTAN, ce qui est évidemment un montant faramineux puisqu'il l'avait déjà augmenté à 2%. Donc c'est un moment qui est très grave. Trump ayant été jusqu'à dire dans des propos extrêmement violents que Zelensky était un dictateur sans élection, qu'il ferait mieux de se dépêcher s'il voulait continuer à avoir un pays. Nous alertons, nous, depuis des années, ça fait maintenant 3 ans que cette guerre dure, nous alertons depuis des années sur le fait qu'il n'y aura pas d'issue militaire à cette guerre et qu'il faut une issue diplomatique. Et que si l'Ukraine veut garder son intégrité territoriale, ce que nous souhaitons, avec des garanties de sécurité mutuelle, parce que c'est la seule manière de s'en sortir, il fallait négocier bien avant en mettant un cadre et en ne laissant pas maintenant un interlocuteur direct à Trump, prêt à dealer tout et n'importe quoi dans le dos des Européens, avec une voix de la France qui est totalement absente par la politique qui a été menée par Emmanuel Macron. Ce qui est en train de se passer, non seulement menace la paix, non seulement menace le droit international sur le fait qu'il n'y ait plus que la loi du plus fort qui prévale, mais va totalement dans le sens de ce que nous disons depuis le début, c'est-à-dire que la France doit avoir une voix indépendante des États-Unis, indépendante de l'OTAN, comme indépendante de toute puissance, de la Chine et d'autres, indépendante au service de la paix. La deuxième situation, c'est ce qui continue de se passer au Proche-Orient, aidé là aussi par Trump, qui n'a eu de cesse de dire qu'il fallait faire un nettoyage ethnique complet de la bande de Gaza. Et peut-être avez-vous vu, mais Netanyahou a annoncé avec son gouvernement cette semaine qu'elle créait une direction pour le départ volontaire d'habitants de Gaza qu'il proposait par voie maritime, par voie aérienne ou par voie terrestre. Ce qui veut dire que c'est la première étape du nettoyage ethnique complet de la bande de Gaza et la fin de la possibilité d'avoir 2 États, c'est-à-dire l'État palestinien aux côtés de l'État d'Israël, pour que le peuple palestinien puisse vivre en paix et en sécurité. Donc, le fait qu'ils le mettent en œuvre, qui est la continuation de ce qui a été mené jusqu'alors, c'est-à-dire du génocide toujours en cours contre le peuple palestinien, est extrêmement grave. Et là aussi, la France n'est absolument pas présente sur la scène internationale pour refuser ce plan de nettoyage ethnique et la France devrait commencer, en plus, comme membre du Conseil de sécurité de l'ONU, à agir au niveau de l'ONU, elle devrait commencer par reconnaître enfin l'État de Palestine comme un signal extrêmement puissant pour la paix, qui est le signal le plus symbolique que pourrait faire Emmanuel Macron pour contrer ces déclarations guerrières de Trump qui, du coup, laisse carte blanche à Netanyahou pour continuer ce génocide et ce nettoyage ethnique contre le peuple palestinien. Pareil, là aussi, la France est complètement absente du fait de la politique d'Emmanuel Macron. Alors, nous avons quand même eu une victoire sur une situation qui est tout aussi inquiétante, c'est celle qui se passe en RDC. Donc, je vous en avais déjà parlé. En RDC, il y a un conflit qui dure depuis maintenant plus de 30 ans et ce conflit a fait, selon des chiffres officiels, 6 millions de victimes. Et
plusieurs millions, on parle de 7 à 8 millions de déplacés internes ou à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Là, l'offensive a encore monté de seuil avec donc le Rwanda qui soutient directement la milice du M23, qui commet des exactions, des viols, des meurtres, des pillages et qui grappille de plus en plus de territoires sur la République démocratique du Congo, qui, je le rappelle, est le plus grand pays francophone au monde. Là aussi, la France doit être à la hauteur. Et nous avons, nous, gagné, insoumis, quelque chose de très important au Parlement européen qui, dans le moment, vise à faire respecter enfin le droit international, qui est que nous avons gagné, sur proposition du groupe de la gauche au Parlement européen, une résolution qui vise à des sanctions contre le Rwanda sur les violations du droit international, mais qui vise aussi à remettre en cause les accords sur les minerais, parce que toute cette guerre est basée sur la question d'appropriation de minerais. Je crois que c'est là aussi un symbole pour la paix très important, et la France insoumise continuera à tout moment d'être aux côtés des peuples, alors que le droit international est de plus en plus violé, et que des forces d'une internationale fasciste essayent de plus en plus de faire en sorte que ce droit international n'existe plus du tout. Alors, face à cela, nous avons gagné une victoire, mais je veux aussi dire que nous avons des réponses à apporter. Et notamment face à Trump qui, tous les jours, produit des décrets, pires les uns que les autres, et notamment qui a construit ce qu'on appelle l'agenda du projet 2025, donc qui décrit ce qu'il veut faire en termes notamment de politique familiale. C'est un long projet de 900 pages qu'il a fait, avec une vision de la famille qui serait conforme à la Bible. Je cite ce qui est marqué dans ce document. Donc, interdiction totale de l'avortement, qui a déjà bien été mise à mal aux États-Unis, mais aussi attaque à l'existence même des personnes transgenres, ce que Trump fait aussi depuis qu'il est élu, et retrait de toutes les subventions au planning familial états-unien, donc aux structures associatives qui permettent aux femmes d'accéder à leurs droits sexuels et reproductifs. Ça, c'est l'agenda qui a été écrit pour 2025, son projet pour les États-Unis, et c'est écrit aussi dedans, qui vise à proposer un modèle au monde entier, donc à faire des attaques sur l'ensemble des pays du monde, et notamment en France. Et on voit que cet international fasciste, cet international réactionnaire, crée des réseaux absolument partout. Vous avez vu que, par exemple, Trump, Elon Musk, le vice-président états-unien, vont appuyer ici et là l'AfD, l'extrême droite allemande, vont appuyer l'extrême droite au Royaume-Uni, bref, créer cet international et ce réseau. Et du coup, nous, pour défendre les droits et pour gagner d'autres droits, pour conquérir d'autres droits, il nous faut, nous aussi, créer des réseaux de résistance. Alors, d'un côté, vous avez l'élection de Trump, de l'autre côté, vous avez aussi des victoires, notamment des mouvements populaires féministes. Vous avez eu en 2022 en Colombie l'avortement qui a été autorisé jusqu'à 24 semaines, qui est une longue lutte des féministes colombiennes. Vous avez en Pologne en 2023 notamment les mobilisations féministes qui ont réussi à dégager l'extrême droite du pouvoir, notamment sur la question de l'interdiction quasi totale de l'avortement. Et puis vous avez une grande victoire que nous avions gagnée le 4 mars 2024, qui est que la France est devenue le premier pays au monde à inscrire dans sa constitution le droit à l'avortement, ce qui, là aussi, a permis d'envoyer un signal au monde entier et aux femmes qui, dans le monde entier, luttent pour le droit à disposer de leur corps. Alors, pour cet anniversaire, puisque je ne veux pas que les macronistes se le récupèrent pour eux, pour expliquer que c'est grâce à eux, alors que c'est nous, les insoumis, qui l'avons fait voter en premier, pour cet anniversaire, nous allons organiser le 1er mars avec l'Institut La Boétie, le groupe parlementaire de la France insoumise et la délégation insoumise au Parlement européen, un grand colloque, qui est un colloque international, sur les mobilisations féministes contre l'extrême droite, pour justement non seulement se mettre en réseau, mais aussi apprendre les unes des autres de comment on a eu des victoires qui permettent de faire reculer l'extrême droite. Alors, il y aura beaucoup de monde dans ces tables rondes. Il y aura à la fois des actrices françaises, par exemple Sarah Durocher, qui est présidente du planning familial, mais aussi à la fois des militantes, des universitaires et donc des gens qui viendront du monde entier pour ce colloque. Donc je vous donne rendez-vous le 1er mars à 13h30 à l'espace conférence de l'Institut des Relations internationales et stratégiques. On va vous mettre
le lien, mais en tout cas, c'est un moment très important pour à la fois célébrer cette victoire française que nous avons eue, mais aussi organiser la contre-offensive contre l'offensive que font aujourd'hui l'extrême droite et qu'on voit bien en France, notamment les offensives contre l'éducation à la vie affective et sexuelle, contre les personnes transgenres, contre les personnes voilées, etc., etc., etc. Voilà comment nous allons organiser ça et je vous donne rendez-vous pour celles et ceux qui peuvent à Paris le 1er mars. Alors ensuite, évidemment, je viens au scandale que Mediapart a révélé et que nous ne cessons de vouloir faire exister parce que ce qui a été révélé est extrêmement grave. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi tous les épisodes, le scandale Betaram concerne un établissement à 30 km de Pau dans lequel, pendant 60 ans, en toute impunité, alors que tout le monde savait, et notamment François Bayrou, le Premier ministre, ont eu lieu à la fois des châtiments corporels, des violences sur des enfants et des violences sexuelles sur des enfants qui avaient en moyenne entre 8 et 13 ans, avec plusieurs personnes qui sont concernées, notamment l'ancien directeur de l'établissement, le prêtre Caricart, qui est un violeur multirécidiviste. Alors, au départ, c'est dévoilé par Mediapart et la question de la responsabilité de François Bayrou, qui, pendant tout ce temps, a été à la fois le président du Conseil général qui, je le rappelle, a en charge la protection de l'enfance, dont la protection de tous les enfants du département, a été député, a été maire de Pau, a été ministre de l'Éducation nationale et entièrement posé. Alors, c'est intéressant de voir, parce que nous l'avons interrogé à 3 reprises, le mardi où nous l'interrogeons en premier, puisque c'est la France Insoumise qui a forcé l'ensemble des médias à en parler, car aucun des médias ne voulait en parler. La première fois, il nous dit « Je n'ai jamais été mis au courant d'aucune violence à Betaram, a fortiori de violence sexuelle ». Donc, il nie absolument tout en bloc. Le soir, Mediapart publie un article qui montre que non seulement François Bayrou savait, puisqu'en 1996, il s'est rendu dans l'établissement alors qu'une affaire faisait un retentissement national à l'époque autour d'une plainte déposée par un élève pour violence qui n'était pas une petite violence puisque l'élève a eu le tympan percé et a perdu, avec des séquelles à vie, toute une partie de l'audition. Et à ce moment-là, lorsque François Bayrou est ministre de l'Éducation, il se rend dans l'établissement pour défendre l'établissement face à cette plainte qui a été déposée. Donc, il savait pour les violences. Deuxième chose, ensuite, Mediapart révèle aussi qu'il a reçu des plaintes de victimes, d'anciens élèves, avec des accusés de réception qui ont bien été reçus par le Premier ministre en 2024. Donc, il ne peut pas dire qu'il ignorait tout de cela. Le mercredi, nous réinterrogeons le Premier ministre sur ces mensonges et là, il change sa version des faits. Cette fois-ci, ce n'est plus « je n'étais au courant d'aucune violence, a fortiori de violence sexuelle », c'est « je n'étais au courant d'aucune violence à l'époque des faits », pour répondre à la lettre notamment de 2024. Donc déjà, il change un peu. Il se trouve que le soir même, Mediapart republie un autre article, cette fois-ci du juge d'instruction en charge des 2 premières plaintes pour viol contre le père Caricart, directeur de l'établissement, en montrant que en 1998, François Bayrou était venu le voir pour lui demander des précisions sur l'affaire et les plaintes pour viol, et que à ce moment-là, le juge Mirande lui avait dit que les faits étaient avérés et patents, donc qu'il savait dès 1998, y compris pour les violences sexuelles. Donc, de nouveau, il a menti. Ensuite, samedi, il se rend dans une grande opération de communication où il parle et il écoute le témoignage des victimes. Les victimes parlent de plus en plus, quelles que soient les années où elles ont été victimes, et les témoignages sont effroyables. Vraiment, je veux saluer le courage des victimes qui parlent et qui demandent justice et qui demandent à ce que plus jamais un Betaram ne puisse se reproduire. Donc François Bayrou écoute les victimes et ensuite, à côté des victimes, de nouveau ment, cette fois-ci en disant qu'il n'était pas au courant des violences sexuelles et qu'il n'aurait été au courant que des violences physiques. Or, c'est déjà démontré qu'il était au courant des violences sexuelles. Et en plus de ça, il dit qu'il ne connaît pas le père Caricart. Or, le père Caricart, je le rappelle, était directeur de l'établissement dans lequel sa femme travaillait, dans lequel ses enfants ont été, leurs enfants, les enfants Bayrou ont été. Et il se trouve que lorsque le père Caricart a été accusé d'une première plainte, personne n'a compris pourquoi est-ce qu'il a été relâché et ensuite exfiltré vers le Vatican, et que lorsqu'il a été convoqué 2 ans après, en 2000, pour la 2e plainte, à ce moment-là, le père Caricart s'est suicidé.
Et devinez qui était à son enterrement, c'est confirmé, eh bien, la femme de M. Bayrou qui faisait le catéchisme dans l'établissement. Donc, dire que François Bayrou ne connaît pas le père Caricart est absolument impossible. Donc, de nouveau, il ment. Nous le réinterrogeons de nouveau mardi dernier avec Paul Vanier qui suit ce dossier de près pour les Insoumis et qui est celui qui a notamment permis qu'enfin il y ait une résonance politique à cette affaire qui est un scandale d'État. Et cette fois-ci, eh bien, il change encore une fois de version. On lui explique qu'un juge dit qu'il ment, des anciennes élèves disent qu'il ment, que des professeurs, des anciens professeurs disent là aussi que François Bayrou était au courant. Et entre-temps, en plus, le dimanche, est arrivé un dernier témoignage d'un gendarme en charge de l'enquête à cette époque qui, lui, indique que lorsque le père Caricart a été déféré, son déferment a été retardé parce que le procureur général a demandé un délai pour que le procureur général puisse regarder le dossier à la demande d'un certain François Bayrou. Ça, c'est le gendarme en charge de l'enquête à l'époque qui le dit. Donc, ça fait quand même beaucoup de gens qui contredisent la version de François Bayrou. Et donc, quand nous l'interrogeons de nouveau sur ces mensonges, eh bien, cette fois-ci, il explique que tout le monde ment, donc qu'il est victime d'un complot béarnais, que le juge, le gendarme, que les victimes, que les enseignants, tous mentent, sauf lui, ce qui, évidemment, n'a absolument aucun sens, et les preuves sont de plus en plus accablantes. L'avocat de l'établissement du père Caricart était un candidat du parti de François Bayrou. Son suppléant à François Bayrou était quelqu'un qui était dans des comités de soutien à l'établissement, suite notamment à la plainte avec l'élève de 13 ans qui avait vu son tympan percé. Bref, c'est absolument impossible et le juge Mirande a redit de nouveau qu'il avait discuté à la demande de François Bayrou des plaintes des violences sexuelles avec François Bayrou. Alors François Bayrou a essayé de noyer le poisson en accusant les uns les autres. Ils vont même, les macronistes, jusqu'à accuser Jean-Luc Mélenchon. Ils ont vraiment pas de chance. Alors Jean-Luc Mélenchon pourrait être responsable de tout dans ce pays. Il se trouve que quand il était ministre de l'enseignement professionnel, eh bien, il n'y avait pas de section professionnelle à ce moment-là dans Betaram. Donc Betaram n'était même pas dans son champ de compétences et de possibilités d'agir. Donc, Jean-Luc Mélenchon n'a absolument rien à voir là-dedans. Mais je vais vous dire, nous sommes d'accord pour tirer au clair toutes les responsabilités. Parce que si nous faisons cela, ce n'est pas seulement parce qu'il n'est pas possible qu'un menteur gouverne la France, que quelqu'un qui a couvert des crimes sexuels aussi graves puisse continuer à être à la tête d'un gouvernement. Mais c'est aussi parce que derrière, les conséquences sont dramatiques. Évidemment, pour la génération qui était là lorsque Bayrou était aux manettes, que ce soit au Conseil général, comme ministre, comme député, donc où il aurait dû signaler les faits, donc parce que cette génération a été brisée, je n'ai pas d'autres mots pour expliquer cela, mais parce que derrière, en refusant d'agir, et notamment, par exemple, ils auraient pu rompre le contrat d'association qui liait Betaram au ministère de l'Éducation. Eh bien, en refusant d'agir, ce qu'a fait François Bayrou, c'est qu'il a mis en danger des générations d'élèves derrière. Et ce que racontait notamment le porte-parole des victimes, c'est qu'on risquait d'assister à une déflagration avec, en plus des 112 plaintes déjà déposées, de nouvelles plaintes sur des faits beaucoup plus récents, puisque ce que nous savons pour l'instant, c'est que les plaintes ont au moins continué jusqu'en 2010 avec des sévices sexuels et des sévices physiques sur des enfants. Voilà de quoi nous parlons. Et je dois dire que là, nous parlons de Betaram, mais que nous avons en France un fléau qui touche les enfants avec un enfant qui meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents, avec des enfants qui sont victimes par centaines, là aussi chaque jour, 240 enfants qui sont victimes d'agressions sexuelles. Donc, nous parlons de la protection de l'enfance et donc de l'avenir du pays. Donc, évidemment, nous devons tirer tout le clair. Et je dois dire qu'en plus de continuer de demander la démission de François Bayrou, dont il est de plus en plus clair qu'il a agi sur cette question, nous avons gagné 2 victoires importantes. La première, c'est que enfin Betaram va être inspecté. La deuxième, c'est que nous avons gagné le fait que la commission des affaires culturelles et éducatives à l'Assemblée nationale se transforme en commission d'enquête sur la question de la défaillance et des contrôles des établissements privés, notamment avec de la prévention des violences sur les enfants, ce qui permettra non seulement de faire la lumière sur ce qui s'est passé sur Betaram, mais aussi de faire en sorte que plus jamais un Betaram ne soit possible, que plus jamais des enfants soient en danger. Et quand vous voyez que la défense du gouvernement, c'est par exemple la ministre Juliette Méadal, qui se retrouve sur BFM
pour expliquer que finalement tout ça c'est du terrorisme de la transparence, que tout ça est un complot qui profite aux forces extra-européennes qui parlent de Donald Trump, eh bien, vous comprenez que c'est la panique au plus haut sommet de l'État et qu'il doit tomber parce qu'il n'est pas question que quelqu'un qui a couvert des faits aussi graves puisse continuer à pouvoir exercer une aussi haute fonction. Il est insupportable qu'on mente devant la représentation nationale, qu'on mente aux victimes et que ensuite, derrière, eh bien, il y ait des conséquences aussi graves à ce qui a été fait. Donc, nous continuons à demander sa démission. Alors, cette semaine, il s'est passé d'autres choses intéressantes. Et notamment, le fait que le RN, pour la énième fois, est venu au secours de la Macronie. Mais alors, sur un fait qui est quand même assez intéressant. Alors, vous vous rappelez, le Rassemblement national avait déjà refusé de voter la destitution d'Emmanuel Macron, et c'est à cause de Marine Le Pen que nous n'avions pas pu discuter de la destitution du président de la République sur le non-respect des élections en fin d'année dernière. Mais le RN, c'était aussi ceux qui avaient d'abord refusé de censurer Barnier, donc on s'est tapé 3 mois de Barnier à cause d'eux, pour ensuite finalement censurer Barnier. Et lorsque un budget pire que Barnier se présente, donc qui est le plus violent jamais vu, avec un gouvernement qui est encore pire que celui de M. Barnier, eh bien le RN refuse de censurer, puisque maintenant ça fait à 6 reprises qu'ils ont refusé de censurer le gouvernement Bayrou, et donc ils continuent de les laisser poursuivre la politique macroniste et la politique de malheur. Évidemment, le RN n'a absolument rien à dire sur les violences à Betaram, sur le scandale qui touche Bayrou. Vous voyez, le RN qui est toujours prompt à prendre n'importe quel faits qui sont horribles pour essayer de prouver sa politique, et bien sur les violences sexuelles sur les enfants, ils n'ont rien à dire. Regardez, Marine Le Pen ne s'est jamais exprimée sur cette question. Donc le RN, comme d'habitude, joue la roue de secours et l'assurance vie du système. Mais alors là, ils ont fait vraiment fort, parce que nous avions cette semaine en commission l'examen des candidatures qui sont proposées pour le Conseil constitutionnel. Vous savez, régulièrement, on doit renouveler les personnes qui sont au Conseil constitutionnel, et c'est donc le président de la République, la présidente de l'Assemblée et le président du Sénat qui proposent leurs candidats. Alors, je vais me concentrer sur le candidat qu'a proposé Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a proposé comme candidat pour présider le Conseil constitutionnel pendant 9 ans, Richard Ferrand. Richard Ferrand, qui est son plus proche, qui est quelqu'un qui n'a aucune compétence juridique, mais bon, comme disait Elisabeth Borne elle-même, on ne demande pas aux gens et aux ministres, peut-être pas un président de conseil constitutionnel non plus, d'être spécialiste de son sujet, c'est exactement ce qu'il fait. Et puis surtout, Richard Ferrand est celui qui avait regretté que Emmanuel Macron ne puisse pas faire de 3e mandat présidentiel. Donc vous imaginez bien que le jour où, par exemple, on veut interroger le Conseil constitutionnel s'il est possible, par exemple, de pouvoir interpréter la Constitution différemment, ou alors de faire une nouvelle loi qui permette de changer les règles, eh bien, Richard Ferrand sera là tout dévoué pour servir les desseins d'Emmanuel Macron. Donc, pour une personnalité qui doit être à la fois normalement qualifiée et indépendante, Richard Ferrand est l'exact contraire de cela. Évidemment, c'était un moment important, parce que c'était un moment qui permettait d'infliger une défaite majeure à Emmanuel Macron. Ça aurait été la première fois qu'un candidat au Conseil constitutionnel est désavoué par l'Assemblée. Il est obligé de passer par l'Assemblée et par le Sénat pour pouvoir ensuite avoir le pouvoir de nomination. Il faut que 3/5 des membres s'opposent à la nomination pour que la nomination ne puisse pas être faite. Donc c'est un chiffre assez important. Les Républicains ont dit qu'ils voteraient contre Richard Ferrand, qui n'était selon eux pas un bon choix. Eh bien, qui a été au secours d'Emmanuel Macron et l'a sauvé? Le Rassemblement national, qui, 10 minutes avant le vote, d'un coup, les députés ont reçu un message sur leur téléphone qui disait finalement, changement de stratégie, on s'abstient et on ne vote pas contre la nomination de Richard Ferrand. Le résultat, c'est que Richard Ferrand a été validé par l'Assemblée et le Sénat à 1 voix près. À 1 voix près. Ça veut dire déjà, c'est ultra juste, mais c'est évident que c'est le RN qui l'a sauvé. Alors pourquoi est-ce que Marine Le Pen et le RN font ça? Eh bien parce qu'ils ont fait un pacte secret. Alors c'est pas très compliqué à savoir. Bon, déjà on peut noter que maintenant le Rassemblement national peut être favorable à un mandat, à un 3e mandat d'Emmanuel Macron. De toute façon, ils aident tellement à poursuivre leur politique que voilà. Mais surtout, il se trouve que, vous vous rappelez, Marine Le Pen a un procès dont le verdict doit être rendu le 31 mars de cette année.
et que dans le cadre de ce rendu de procès, il y aura une question prioritaire de constitutionnalité posée au Conseil constitutionnel sur est-ce qu'il est possible ou non de faire une exécution provisoire sur la peine d'inéligibilité. Ça veut dire que si Marine Le Pen est jugée inéligible par les juges sur l'affaire qui la concerne, eh bien de savoir est-ce que on peut l'appliquer provisoirement le temps que l'appel soit là, puisqu'aujourd'hui ce n'est pas suspensif. Ça veut dire même si vous faites appel, vous êtes inéligible. Évidemment, comme les élections présidentielles arrivent, ça intéresse beaucoup Marine Le Pen. Donc Marine Le Pen, pour sa propre situation personnelle, a laissé Richard Ferrand 9 ans président du Conseil constitutionnel et a donc empêché une défaite majeure contre Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que même sur les chaînes qui soutiennent le RN ou ceux qui soutiennent le RN, eh bien, on retrouve une certaine fébrilité par rapport à cette décision. Je vous lis ce qui est dit sur les différents plateaux. Bon, sur BFM, il disait notamment « Le RN a sauvé Richard Ferrand aujourd'hui », donc ce n'est pas juste moi qui le dis. Sur Le Figaro, quelque chose s'est passé, un deal sans doute, on le saura peut-être un jour. Bon, là aussi, c'est pas très compliqué, mais surtout sur CNews. Alors, CNews qui dit « Le RN, c'est une abstention soutien. Cela vient après le refus de voter la 6e censure contre Bayrou. On a un Rassemblement national qui est dans une position politique de soutien sans participation au gouvernement. » Sur CNews, hein. C'est pas nous qui le disons. Ensuite, ancien conseiller de Le Pen qui est sur France Info, qui dit « Le Rassemblement national a d'abord décidé de ne pas voter la motion de censure. Premier signal très compliqué à comprendre. On est dans une suite de cette séquence avec un Rassemblement national qui était beaucoup plus dur avec lui lors du premier mandat du président Macron. Et d'un coup, il joue la politique de la chaise vide. C'est assez incompréhensible. » Ou encore sur CNews, c'est incompréhensible. On voit bien qu'il y a un petit problème. On a l'impression que le RN intensifie la crise démocratique. Bref, il faut expliquer partout que le Rassemblement national n'a rien d'une opposition, que le Rassemblement national veut juste continuer la politique d'Emmanuel Macron, en pire encore, et c'est celle dont ils se réjouissent tous les jours lorsque leurs mots, leurs programmes, leurs actes apparaissent dans les lois macronistes qui sont faites, dans les mots du ministre de l'Intérieur Retailleau, etc., etc. Alors, ça nous permet de se rappeler que, notamment, cette extrême droite qui vient avec des cravates à l'Assemblée reste aujourd'hui la plus dangereuse. Et notamment, il s'est passé un fait dimanche dont là aussi les médias n'ont absolument pas voulu parler. C'est une attaque, alors qu'il y avait une projection à Paris d'un film antifasciste. Une attaque par des milices, je ne sais pas comment les appeler autrement, d'extrême droite, qui sont venus armés, cagoulés, à plus de 30, contre la jeunesse kurde qui organisait cette projection et des militants CGT. Le résultat, c'est qu'un militant CGT s'est retrouvé avec des coups de couteau à l'hôpital. Normalement, si je ne sais quel groupe, genre les soulèvements de la terre, avait fait une action et que quelqu'un s'était cassé un ongle, ce serait en direct sur BFM et je ne sais quelle autre chaîne. Mais évidemment, là, vous avez une tentative de meurtre par l'extrême droite directement, qui crie dans les rues de Paris « Paris est nazi », voilà ce qu'il crie. Là, personne n'en parle, tout comme vous voyez sur des médias des gens qui tergiversent pour savoir si Elon Musk a vraiment fait un salut nazi ou non, alors qu'il est évident qu'il a fait un salut nazi lors de l'investiture du président des États-Unis. Par ailleurs, vous avez en France une multiplication, donc 300 faits de violence qui ont été perpétrés par des militants d'extrême droite depuis 2017. C'est la deuxième menace terroriste aujourd'hui d'après les renseignements, avec 15 tentatives d'attentats terroristes de l'extrême droite depuis 2017 et 67 personnes écrouées dans ce pays pour des faits dits d'ultra-droite, dont 17 dans des affaires terroristes. Donc, cette menace d'extrême droite est extrêmement grave. Et alors, vous avez un ministre de l'Intérieur qui, d'habitude, est celui qui prend son Twitter à tout va pour tweeter contre tout et n'importe quoi, pour dire les choses les plus crasses pour essayer de diviser le peuple français, qui n'a rien à dire sur cette question. Raphaël Arnaud l'a interrogé cette semaine à l'Assemblée, une question au gouvernement pour le groupe, et la réponse, ce n'est pas un mot de compassion et de soutien à la personne victime d'une tentative de meurtre. Pas un mot pour condamner l'extrême droite qui a organisé cette attaque et cette tentative de meurtre. Et surtout, pire que ça, il explique qu'il faut combattre toutes les violences, tous les extrêmes, et que l'extrême gauche est responsable de violences dans ce pays et que c'est elle qu'il faut combattre prioritairement. Je vous dis ça parce que, en fait, là, je suis en train de lire le livre de Johann Chapoutot qui s'appelle « Les irresponsables qui a porté Hitler au pouvoir ».
Alors, il y a plein de choses. Évidemment, l'histoire n'est jamais circulaire, hein, fort heureusement. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des ressemblances sur des choses, ça ne veut pas dire que derrière, on va se retrouver avec la même situation et l'extrême droite qui arrive au pouvoir. Mais c'est quand même assez frappant. Vous avez à la fois un gouvernement qui fait de l'austérité avec des sociodémocrates qui le laissent en place et qui le laissent continuer parce que sinon, il pourrait y avoir pire derrière. Donc, ils font la politique du moins pire avec une politique qui est destructrice pour l'économie. Vous avez l'utilisation abusive, non pas du 49.3, mais de ce qu'on appelle l'article 48.2. Vous avez une presse avec celui qui est le Bolloré de l'époque, qui s'appelle Hugenberg, qui détient plusieurs journaux, mais surtout qui délivre des articles sensationnalistes tout faits à 1600 journaux dans le pays, donc qui a créé un mania de la presse au service des nazis. Et puis, vous avez à un moment ce passage qui est intéressant, que je vais vous lire. Vous allez comprendre pourquoi la rhétorique de Retailleau est exactement la même. Le docteur Brüning, donc c'est celui qui était chancelier à l'époque entre 1930 et 1932, avait fini par se dire, après 2 ans de pouvoir, que les SA et les SS, les milices nazies, étaient un danger public. Mais Papen, le chancelier qui vient après Brüning, celui qui a fait de l'austérité à fond, comme Hindenburg, le président, qui est celui qui a ensuite nommé Hitler chancelier, puisque je rappelle que Hitler n'a jamais été élu et n'est jamais arrivé au pouvoir par les urnes, comme c'est raconté partout. Donc Hindenburg, le président, ne faisait pas la différence entre des cogneurs d'extrême droite et des fanfares social-démocrates. Si on interdisait les milices des nazis, alors il fallait faire de même avec les socialistes. Il fallait traiter les extrêmes de la même manière. Enfin, pas réellement, c'est avec les nazis que l'on dînait et que l'on souhaitait gouverner, pas avec le SPD. Je trouve que c'est très frappant sur ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Et l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait des forces qui tiennent bon, pas des forces qui, comme le Parti communiste et Fabien Roussel, expliquent qu'il faut mettre fin au RSA, ce qui est une aberration totale. Il faut au contraire défendre la République sociale, l'état de droit, les libertés fondamentales, et vous pouvez compter sur nous sur cette question. Alors, juste pour vous dire, on a quand même eu des bonnes nouvelles cette semaine. La première, c'est Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, qui ne cesse de se croire au-dessus des lois et qui a refusé d'aller à la commission d'enquête présidée par Éric Coquerel sur les déficits publics. Je rappelle que c'est pas la première fois qu'il fait ça, hein. Quand moi, je présidais une commission d'enquête sur la question de la ressource en eau, il avait là aussi refusé de se rendre dans ma commission d'enquête. Et à l'époque, je n'avais pas la majorité pour l'obliger à venir. Mais Éric Coquerel, lui, a réussi. Et donc, une dernière convocation a été envoyée à Alexis Kohler. Et s'il ne vient pas, il y aura des poursuites pénales. Les macronistes ont essayé de l'empêcher, mais nous avons gagné. De même, donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Bonne nouvelle aussi sur la commission d'enquête. Je vous en parlais sur la question du contrôle des établissements publics. Une autre bonne nouvelle, c'est que nous avons une date de mobilisation qu'il faut inscrire partout dans vos agendas, qui est le 22 mars, pour qu'enfin on retourne dans la rue en force contre l'extrême droite et ses idées, parce que, encore une fois, il n'y a que le peuple mobilisé qui peut les faire reculer. Nous avons déjà montré en juillet, contre tous les sondages qui donnaient l'extrême droite en tête, que nous avions la force de les faire reculer. Eh bien, la France, c'est cela. C'est justement celle qui refuse de se faire rabougrir par les racistes, les xénophobes qui ne cessent de pulluler. Donc, nous allons y arriver. Donc, rendez-vous le 22 mars. Et puis, si vous voulez des nouvelles, en attendant, abonnez-vous. Merci.